Bonjour, je suis présentement à Alma, devant le bureau des avocats Marc Bouchard et conséquemment celui d'Isabelle Harvey, avocate à l'enfance, dans le cadre du dossier de mon fils. De telle sorte que mon fils, c'est techniquement son client, quoique on s'entend que c'est probablement plus le gouvernement qui paye son salaire dans un cas comme celui-là. Et avant de poursuivre plus avant, je vais sauter dans ma voiture parce qu'il fait quand même assez frais, merci. Au lac Saint-Jean par ici, ce 2 janvier. Donc, dans le cadre de cette simulacre de justice auquel je dois faire présentement, vous avez sans doute remarqué que j'ai plusieurs adversaires, toutes des femmes, comme par hasard, et qui semblent d'ailleurs s'être liguées contre moi tout fait pratique, donc s'être donné comme objectif de travailler ensemble pour, de façon plus ou moins directe, plus ou moins consciente, plus ou moins officielle, pour me couper l'herbe sous le pied, puis veiller à ce que l'ensemble de mes droits parentaux soient flochés dans le drain. Alors, dans cette belle équipe-là, pour ainsi dire, Isabelle Harvey, disons que c'est loin d'être la plus redoutable de mes adversaires, comparée notamment à la DPJ ou l'avocate de mon ex, auquel je vais m'attarder plus spécifiquement dans un prochain direct. Donc, le rôle de Maître Harvey est pour ainsi dire, plus discret, plus effacé. On pourrait donc parler d'une avocate de second plan à plus de niveau, comme vous allez probablement le remarquer d'ailleurs. Et en fait, ce rôle-là, je le décrirais comme consistant essentiellement, lorsqu'on lui demande son opinion en cours, à se lever quasiment juste à moitié, là, puis en se bornant à répéter que, mettons qu'on dit que c'est elle qui parle, ce que mon client, qui est donc mon fils bien sûr, là, ce que mon client qui veut, lui, là, mon client, ce qu'il veut, cet enfant de 12 ans, c'est d'être avec sa mère. Vous remarquerez que ça revient à sous-tendre un autre raisonnement qui serait donc celui qui consiste à dire que si c'est ça qu'il veut, ben c'est comme ça que ça devrait se passer. De telle sorte qu'on pourrait sans doute pas trouver de démonstration plus éclatante de ce fameux principe que je décris depuis un bout, et selon lequel c'est l'enfant qui décide, point. Hein? Isabelle Harvey, c'est donc un cas typique, un parfait exemple d'applicatrice, de protectrice de ce principe-là qui est nulle part dans les tables de la loi officielle. Là. Ils ont créé un système de loi parallèle. C'est ça que ça fait les belles les ordonnances de non-publication, les huis clos, puis tout ça. Hein, c'est que ça fait un beau free-for-all, puis comme personne ne le sait, là, si on vous en informe pas, justement. Puis, évidemment, la principale intéressée, ça serait déjà facile de savoir qu'elle s'en défendrait. Et comment qu'elle se défendrait? Ben, en alléguant que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Comme si que l'intérêt de l'enfant, puisque un enfant veut, que c'est une seule et même chose. De toute façon, inquiétez-vous pas qu'on va y revenir, je vais comme un petit peu élaborer là-dessus. Mais pour tout de suite, commençons un peu par juste revenir brièvement sur ce fameux principe-là d'intérêt de l'enfant. Parce que, tu sais, vous avez bien compris que quand le législateur est arrivé avec ça, ils ont manifestement vu assez vite que ça ouvrait ce genre de mots valises-là, ultra vague puis général, ça ouvrait la porte tout droit on peut plus directement vers ce qu'il peut y avoir d'arbitraire. Ils sont donc arrivés aussi avec une liste de critères censés encadrer l'application de cette affaire-là. Exemple, des besoins moraux, intellectuels, affectifs, blablabla. La santé. Mais, comme vous aurez sûrement remarqué que la tendance, ne faisant d'ailleurs que s'accentuer au cours des années, dans cette belle province qui est le Québec, salut Franck, salut Anna, ne va que toujours plus clairement vers
toujours plus d'autoritarisme, ben c'est sûr que fallait pas s'attendre à ce que justement des fameux mots valises comme ça soient employés puis appliqués autrement qu'avec toujours plus d'arbitraire. On l'a vu, on le voit d'ailleurs de façon plus globale à plein d'autres niveaux. Comme exemple, dans le cas de la loi du projet de loi 50, qui est la loi 50 au Québec, vous vous souvenez, quand j'en parlais, ils vont écrire à un moment donné que, tu sais, que le tel fonctionnaire étatique peut faire tout, je sais comment il dit ça, ou toute autre chose jugée nécessaire. Tu sais? Ça veut dire on fait ce qu'on veut. Même chose avec le C5 au fédéral. On peut pas juste se soucier des Premières Nations ou de l'environnement, parce que si c'est dans l'intérêt national. Vous voyez, c'est des trucs qui se donnent, évidemment. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est déjà que, c'est un peu des principes de base de l'anarchisme et du libertarisme, tu veux pas donner de pouvoir à personne le moins possible, parce que ça va faire des abus. Si tu donnes un pouvoir, c'est sûr que que pour 90% un humain. Plus tu donnes de corps, plus il va vouloir en abuser. C'est sûr que si tu donnes des super pouvoirs comme ça d'avance, c'est écrit en lettres d'or comme une évidence absolue qu'on va en abuser encore plus. Et puis, c'est déjà assez pas long qu'on s'en rend compte qu'on arrive en cours. C'est assez incroyable de voir ça, cette fameuse affaire d'intérêt de l'enfant. Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, hein, on parle, tu sais, si tu reçois un tribunal de la jeunesse ou même de la famille, là, c'est toutes des femmes. Puis là, faut pas que je dise, faut pas que je prenne le mot sorcière. On va dire c'est des magiciennes. C'est parce que c'est vraiment comme si c'était ça, avec des magiciens avec leur baguette, là, puis leur coup de baguette magique préféré, là, c'est de dire intérêt de l'enfant. Boum! Et là, tout s'illumine, tout se règle d'un coup, ils ont ce qu'ils veulent, ils ont ben oui, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Puis là, ça a l'air un peu, tu sais, là, je vais l'écrire rapidement comme ça, mais quand tu le vois à l'œuvre, c'est vraiment, on croirait à un magicien qui fait, une machine qui fait son incantation. Exemple, souvent, ça va être la juge, il va dire, là, tu sais, vous savez, dans l'intérêt de l'enfant, tu sais, il va y avoir de la rhétorique, là, tu sais, il va y avoir un gonflement de poitrine, puis là, tout le monde, c'est comme, oh, elle a dit le mot magique, oh! Puis là, c'est comme si là, je veux dire, dans une théocratie, on va dire, c'est la volonté d'Allah, tu sais, puis tout le monde, là, tu sais, on est censé se retrouver dans un petit état émotionnel, là, puis oh, c'est beau, mais oui, c'est sûr, méchant papa, punissez-le, faites quelque chose, tu sais, c'est des petites techniques de même. Bon, fait que donc, un exemple parfait de dérive ultime de ce genre de mots, d'expression supposément sanctifiée là, comme intérêt de l'enfant, c'est que, comme je vous disais tantôt, on en arrive en ce moment à un non-sens aussi absolu que de dire ben oui, l'intérêt de l'enfant de toute façon, hein, tant qu'il fait dire n'importe quoi, on va dire que c'est la même chose que ce que l'enfant veut. Qu'il suffise pour montrer l'absurdité de ça. Il suffirait, en fait, si ça donne un moment donné, je le ferai, là, mais j'ai jamais la possibilité de plaider ou de dire quelque chose d'intéressant. Je dirais, OK, vous les avocats qui disent ça, là, avez-vous des enfants d'un? Ou les juges, puis de deux, faites-vous ça chez vous? C'est comme ça que vous avez vos enfants chez vous? Tu veux manger juste des pop-tarts, tu manges juste des pop-tarts. Tu veux pas manger de légumes, mais c'est dans ton intérêt de pas manger. C'est absurde. Personne ne ferait ça. C'est rire de nous. C'est genre, ben moi je le fais pas pour moi. Nous on est des mondes importants, prestigieux, les avocats puis tout ça, puis les juges. Mais vous le bas peuple, on vous met de la poutine comme philosophie éducative puis on vous l'impose. Fait que, puis la preuve de ça, même quand moi j'avais une avocate dans ce dossier-là, elle me disait, moi ma fille, je n'hésite pas à leur mettre à sa place dans tel dossier, puis des fois, elle se fâche. Fait que là, puis quand elle se fâche, elle va dire « C'est ça, moi, je vais changer de mère. » une phrase comme ça, puis elle dit « Ben oui, tu veux changer de parent? On va appeler la DPJ. OK, non, j'aime mieux pas, finalement. » Fait que,
Mais vous voyez, là, ça c'est la vraie bonne parentalité. C'est de dire, oui, je vais faire des choses que tu veux pas nécessairement, l'enfant, mais c'est pour ton bien. D'ailleurs, la même avocate, dans le cas du dossier présent, était la première à dire, par rapport au fait que là, mon fils, ben, oui, il veut moins me voir parce que je suis moins papa gâteau, contrairement à la mère. Elle dit, ben, écoute, en réunion, on nous disait, Gabriel, il va falloir qu'il comprenne qu'il faut que tu vas ton père, c'est ça. Puis ça, même la DPJ disait jusqu'à tout récemment, je vais vous en reparler, et même la juge Montminy, quand on était en cour supérieure, elle disait, OK, mais là, pourquoi vous coupez les accès du père? Puis l'avocate adverse, tu sais, c'était comme assumer que là, c'est bien beau les caprices d'un enfant, mais le père a des droits parentaux, puis les droits du père et les droits de l'enfant sont complètement reliés. Parce que, comme vous pourrez voir dans le dossier sur mon document sur l'aliénation parentale, dont je vais vous mettre le lien, vous remettre, l'enfant, il a droit à avoir accès à ses deux parents. Tu comprends? C'est un droit. C'est basé sur le code civil. Là, fait que, parce que la DPJ, évidemment, eux autres, s'il y en a une gang qui bosse sur l'arbitraire, c'est bien eux autres. Fait que quand tu dis qu'avec là, ça paraît. Voyons, comment on appelle ça, la primauté parentale, donc la loi 15, ils ont fait sauter l'article qui faisait juste rappeler ce principe-là dans la LPJ, dans la loi de la protection de la jeunesse, du Code civil, etc., sur l'autorité parentale. Pour sacrer là, encore une fois, le super principe magique de l'intérêt de l'enfant. Mais pour en venir à Isabelle Harvey, ou au cadre de ce type-là, tu sais, avez-vous remarqué que si l'enfant dit « Ben moi, je veux pas voir mon père, je veux mieux moi ma mère. » OK, mais si, mettons, l'enfant, il est soumis à une aliénation parentale, comme je crois avoir très bien démontré déjà avec 3 lives, vous allez voir dans la description, que c'est le cas dans le cas présent. OK, on en fait quoi? Je veux dire, de la volonté de l'enfant? C'est-tu encore dans l'intérêt de l'enfant d'écouter qu'est-ce qu'il veut? Il est aliéné. Puis c'est reconnu officiellement, légalement, comme une forme de violence psychologique. Donc là, tu cautionnes ça. Mais c'est ça. Évidemment, c'est pas son problème à elle. Elle se borne à écouter ce que l'enfant veut. On va y revenir. Mais en attendant, au même titre que c'est ça, elle va cautionner la relation parentale, elle va s'en foutre, elle va faire un rubber stamp là-dessus, on va se fermer les yeux là-dessus. Mais même chose pour le principe que la mère fasse de la parentalité bonbon, comme je l'ai démontré dans un autre live, que je vais mettre le lien dans la description, que ça en fait plus une maman gâteau qu'autre chose. Ça, c'est pas son problème non plus, l'avocate à l'enfance. Parce qu'avec une phrase du genre « voici ce que l'enfant préfère », genre être avec sa mère, on voit justement qu'il s'agit ici du genre de petite avocate de bas étage qui, par ce genre de déclaration totalement irresponsable, que ce soit en termes d'éducation ou de parentalité, ou même légalement, aura juste permis que le système juridique québécois, du moins ce qui concerne la Chambre de la famille et la jeunesse, qui sont en huis clos, aura pu en venir à pratiquement institutionnaliser la notion de parentalité bonbon et de parentalité permissive, et ainsi de carrément donner force de loi au principe d'enfant roi et bébé gâté. C'est-tu pas beau? Donc, est-ce que tout ça, c'est dans l'intérêt de l'enfant? Le vrai intérêt de l'enfant? Probablement pas. Pas plus que l'île du plaisir dans Astérix ou l'île des ânes là, dans Pinocchio. Okay? Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit dans l'autre live aussi, à cet effet-là. Mais là, où est-ce que je vais amener mon discours à partir de là? C'est vraiment au niveau de la notion de corruption. Parce que si on se rebase sur la définition que pouvait en donner Gloriane Blais, c'était quoi déjà? C'était la corruption selon elle, ça revient donc à mettre son intérêt privé, personnel, en avant de une charge publique qu'on se trouve à avoir. C'est quoi, donc autrement dit, tu mets ton intérêt privé en avant de l'intérêt public. C'est quoi l'intérêt public dans des dossiers de Chambre de la jeunesse puis de la famille, si c'est pas l'intérêt
de l'enfant, justement. Mais là, sauf que, encore faudrait-il, comme vous avez bien compris, savoir faire la différence à un moment donné entre le vrai intérêt de l'enfant versus le faux. Parce que là, je ne répéterai pas tout ce que je viens de dire, mais vous voyez qu'il y a vraiment une grosse nuance. C'est bien beau de dire, oui, je prétends que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Mais c'est pas mieux si c'est une petite menterie, puis je vais revenir à la notion de menterie plus tard. Je vais tout dire en même temps, c'est comme par... faut que je fasse des spirales dans ce live-là, là, puis je reviens sur des choses. Mais pour tout de suite qu'il suffit de comprendre, autant m'a dit que c'est pas son problème à elle, justement, anyway. L'avocate, elle, de faire ce genre de grande distinction, puis je fais en carte, c'est-tu vrai, c'est-tu faux intérêt? Non, pourquoi? Parce qu'elle est payée pareil. Payée par qui? Son client. Fait que, si son client, en l'occurrence mon fils, se trouve à être, un enfant de 12 ans, c'est quoi l'idée de donner un peu de pouvoir à un partant à un enfant de 12 ans? Il est même pas capable de rien, il est pas capable de... Puis on en fait pas capable de s'autosuffire, de conduire un char, rien, de voter, rien. Mais là, il est maître de son existence pour ce qui est décider avec lequel le parent dominant de son existence. Fait que, tu sais, donc, mais si en plus, c'est un enfant aliéné et un bébé gâté, et conséquemment que tout ce qu'il veut, lui, c'est d'être justement encore et toujours plus gâté, ben lui, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas dire de façon responsable, ben là, wow, ta minute, là, mon petit gars, là, c'est pas son problème à elle, c'est pas son fils à elle. Fait qu'elle a dit, oui, monsieur, faudrait donc pas s'étonner qu'elle entérine, cautionne et fasse appliquer de façon pratiquement systématique avec un rubber stamp la philosophie de l'enfant roi, n'est-ce pas? Fait que, là, ça nous donne une vitrine, un très bon aperçu d'un phénomène plus global qui est celui de c'est quoi un avocat. C'est là-dessus que je vais m'ennuyer pour le reste du live. Parce que vous savez, on les appelle les maîtres. Hein? Maître Harvey, maître Côté, maître pis ça. Mais en réalité, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les appeler des serviteurs? Dans Laurence d'Arabie, en tout cas, c'est justement ça que Peter O'Toole, son personnage, Laurence d'Arabie, finit par dire, en l'occurrence, le serviteur, c'est celui qui reçoit l'argent. Le maître, c'est lui qui la donne. Fait que on n'arrête pas de me dire, moi, dans ce dossier-là, où dès que je chiale un peu sur ces choses-là, on va me dire, ouais, mais elle est payée pour, c'est sa job. Tu sais, des genres de phrases de même. C'est vrai, là. Puis, on va me dire, ben, comme une secrétaire, exemple, elle ira pas payer contre son boss, hein? On va pas mordre la main qui nous nourrit dans la vie, hein? Oui, donc ça c'est toutes des paroles puis des phrases de serviteur. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne quand on est un serviteur, pas un maître. Et encore là, quand on pourrait faire, et on devrait faire la distinction entre un bon et un mauvais serviteur. Parce que c'est qui le vrai bon serviteur? C'est pas celui qui est capable de remettre son maître à sa place puis dire, là, ce que tu t'en vas faire, t'es dans le champ. C'est pas une bonne idée. On pourrait ainsi comparer le bon serviteur, d'ailleurs, à un ami, à un bon ami. C'est le même principe. C'est bien beau si t'es l'ami de quelqu'un, dire moi, je veux garder mon lien, je dirais pas bien, puis s'il se met dans la merde, c'est pas mon problème. C'est exemple. J'ai une personne que vous connaissez, je ne veux pas nommer, ne m'énerve pas, mais qui a eu des problèmes récemment avec Facebook. Puis moi, c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. OK, désignez-la pas, c'est pas ça le but. Mais moi, je dis, ouais, mais là, tu as fait telle chose. C'est pas dans ton intérêt de faire ça. Elle dit, ouais, mais regarde, non, il n'y a rien là, c'est correct comme j'ai fait. Tu sais, je ne veux pas le reconnaître, c'est correct. Mais moi, j'ai fait ma job d'ami, de vrai ami, tu sais. Je ne veux pas laisser ça se remettre dans la merde, vous comprenez? Bon. Fait que c'est lourd d'implications, ce que je dis là. Ça s'applique à tout, en fait, là. Dans tous les domaines sérieux, genre l'amitié, c'est quand on est sérieux en son amitié, justement, ou dans le domaine militaire. Je vais vous donner 2 exemples. Nicolas II, le tsar de Russie, OK? Dans la période pré-révolutionnaire, c'est justement les choses qui ont mené à la révolution. Il dit, c'est moi, là, c'est moi qui vais être en charge de l'armée. Fait que je vais tasser le commandant-chef, là, qui est le général, je sais pas trop. Puis un autre cas, c'est Hitler. Hitler, il a fait la même chose. Il avait
plus ça allait, plus c'est lui, il tassait ses généraux, puis c'est moi là, qui va commander ça. Puis qui sait mieux que tout le monde quoi faire. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, un vrai bon général en chef, là, un vrai bon commandant-chef général, tu sais, lui qui est responsable des armées, là, sa job, lui, c'est de dire au chef de l'État, c'est ça qui devrait être fait. Puis t'es pas censé les tasser comme ça. C'est censé lui qui est compétent puis qui est dans son affaire. Fait que lui, s'il dit, non, tu fais une erreur, le chef de l'État, là, puis tasse-toi, c'est moi qui est censé connaître mon affaire. Mais le chef de l'État est censé écouter, il est censé respecter ça, puis se tasser. Fait que si on en revient au droit, ben, regardez, justement, si je compare avec elle qui était mon avocate, bonne avocate, elle me le disait des fois, elle disait, là, Charles-Vie, là, ça marche pas. Puis de deux, ça, c'est quelque chose que je vais avoir appris à dur parce que c'est pour ça aussi que j'ai perdu mon avocate. Je voulais un peu trop que ça fonctionne à ma façon, donc c'était pas clair à ce niveau-là. Mais je vais avoir compris, autrement dit, qu'avec une bonne avocate, faut que tu lui laisses le volant. Sauf que dans ce système pourri qu'on a là, ça me convenait pas. Vous comprenez, ça était là la distinction. Je vais revenir d'ailleurs. Mais moi, j'aime ça, moi. Que ce soit un avocat ou un contracteur ou un entrepreneur, c'est n'importe quel serviteur que j'ai qui me dise ce que tu t'en vas faire là, Charles-Louis, c'est de la boîte. Puis, ouais, dans ton chantier, tu veux mettre, je sais pas, mettre tel matériau de chenot de ces murs puis mettre des mauvaises fenêtres, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est un bon serviteur. Hein? On se comprend? Mais c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est des bons serviteurs avocats, plus ça va, plus c'est rare, parce que, surtout dans des domaines de même, là, puis je vais revenir par rapport à c'est quoi les raisons, mais on pourrait en fait, non, je pense que je développerai pas trop là-dessus dans ce live-là, ça finirait plus, mais il suffit d'observer que c'est de plus en plus rare, ok, des vrais bons avocats. Fait que, mais pourquoi, en gros, ben on la voit là, la dynamique de corruption fondamentale. Tu sais, parce que dans le fond, au même titre qu'il y avait des pas mal meilleurs politiciens, plus intègres, tu sais, qui veulent plus notre intérêt, dans les années, je sais pas, 60, 70, 80, même 90, c'est la même chose pour les avocats. Mais c'était prévisible que, au même titre que le pouvoir corrompt, que cette intégrité-là finisse par s'effriter au fil du temps. Parce que, regarde, ils sont payés pareil. Ils vont pas avoir plus de bonus s'ils sont plus intègres, là. Au contraire. Fait que ça, tu vois, comme à court terme, oui, tu peux avoir plus de bonus si tu es plus intègre, mais over the course of time, si à force de dire des menteries puis de la diffamation, tu peux avoir la même salaire, sinon plus, ben c'est ça qui finit par être le trait dominant de ta profession. Donc, comme le disait Jésus, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir l'intégrité, le bien commun, le bien de ta société ou de l'enfant et ton portefeuille. Ça ne va pas ensemble. Au même titre que dans le cas d'un lobby. Tu sais, un lobby... Il ne faut pas s'étonner que le lobby pétrolier, exemple, s'il arrive à voir le gouvernement, il va dire, oui, il faudrait faire plus de pétrole, puis ça. C'est tout ça qui est l'intérêt du Québec? Non, mais c'est pas leur problème. C'est un lobby. Il n'est pas là pour le Québec, il n'est pas là pour les relatifs, il est là pour lui. Donc, comme on peut le voir, les avocats, à la base, même, se retrouvent techniquement tous dans une situation de corruption. Fait que ils sont dans une situation de corruption fondamentale, de sorte qu'à la base même, ils sont pratiquement tous corrompus. Puis ça, c'est évidemment pas sans conséquence. Notamment pour ce qui est du mensonge puis de la diffamation. Je vais avoir pas mal décrit dans mon cas présent à moi toutes les menteries puis toutes les niaiseries qui vont avoir été dites sur moi. On voulait dire, une menterie, c'est une menterie, là. Tu sais, exemple de dire, je suis un danger pour l'enfant. Mais ça, c'est faux, ça, c'est facile à démontrer, c'est déjà fait. Mais une niaiserie, ça veut dire quelque chose qui n'est pas pertinent, qui n'est pas dans l'intérêt public. Et ça arrête pourquoi qu'on en parle. Exemple, il complotiste. Ça, c'est une niaiserie, tu sais. Fait que ça, mais dans les deux cas, c'est de la diffamation. Fait que comment ça se fait qu'ils diffament de même, les avocats, hein? C'est comme un party de diffamation à go. C'est rendu ça leur job. Pitcher de la merde, comme dans le cas de l'avocate à mon ex, là, c'est rien que ça qu'elle a fait depuis plus la DPJ, mes deux pires. Un combat de pitchage de tomates pourries. Bon, mais pourquoi? Ben, écoutez bien, ce que l'intelligence artificielle
a à dire par rapport à la façon dont la diffamation est encadrée au niveau légal. Quand les propos sont tenus dans un cadre judiciaire, la personne qui les formule, surtout l'avocat, bénéficie souvent d'une immunité relative. Les tribunaux lui laissent une grande latitude pour alléguer ce qui est pertinent, supposément pertinent. Encore là, c'est vague, c'est louche, je veux dire ce que tu veux, afin qu'il puisse défendre son client sans craindre automatiquement une poursuite en diffamation. Donc, encore là, c'est comme pour l'intérêt de l'enfant. Si tu mets ce genre de belles beau pouvoir-là, hein, de beau cadre général, parce que c'est écrit, à go, on se gâte, puis on en profite, puis on en abuse au maximum, mais il ne faudrait pas s'étonner, justement, que c'est ça que ça fasse. Puis, parce que du moment où le fait de mentir, et notamment de diffamer la partie adverse, c'est dans leur intérêt, hein, forcément, au niveau financier et pécuniaire aux avocats, ben pourquoi s'en priver? Hein? Surtout que le système se trouve donc à précisément les protéger dans ce sens-là. Vous voyez, quand je dis que je parle d'un système d'injustice et de fausse justice, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on parle d'un système de cautionnement du crime. Ou en tout cas, d'un crime à tout le moins, qui est celui de la diffamation. Au fait, parce que si vous trouvez que c'est un peu exagéré, poussé de parler d'un système criminel, ben, regardez cette autre petite formulation-là. Je fais un aparté, là, mais c'est pour vous montrer le sérieux de la chose. T'sais, on est censé parler de la présomption d'innocence. On est censé être présumé innocent. Donc, on est censé être innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais regardez, remarquez la véracité de ce que je veux dire. C'est vrai pour les criminels. Un criminel va être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, puis bonne chance de faire la preuve du contraire, c'est parce que ça prend une preuve hors de tout doute quand t'arrives dans le criminel. Fait que là, non, c'est pas assez. Donc, immunité encore là pour le crime. Alors que si t'es innocent, comme moi, là, je viens de démontrer, là, que on peut pas dire que j'étais un mauvais père, putain. Non, là, tu vas être présumé coupable. Puis, sur cette présomption-là de culpabilité, là, ça te laisse à toi, après ça, de faire la preuve de ton innocence. Puis, mais, bonne chance pour la faire. Regarde, ça fait au-dessus. Tu sais, je veux dire, ça fait pas juste 7 mois que j'ai pas vu mon fils, là. L'ordonnance de sauvegarde, j'ai reçu en octobre dernier. Fait que ça fait. Puis dès là, mes droits parentaux, ils ont commencé à être coupés. Fait que ça là, c'est tout ultra pas légal, là. Mais j'ai jamais eu encore de vraie audience sur le fond. Donc, j'ai été présumé coupable. Puis là, c'est à moi de me débattre pour dire oui, mais je suis peut-être un peu innocent. Mais pendant ce temps-là, depuis le moment que j'ai été présumé coupable, alors que je suis innocent, tous mes droits sont violés. Dans un beau système, hein? Ça va bien, hein? C'est pas un système criminel du tout, mais non. Fait que, bon, vous trouvez que j'exagère? Alors, reprenons encore là la question, quand je parle de système criminel, ben, reprenons la notion de mensonge. En quoi mentir, puis le système criminel est corrompu, en quoi la notion le fait de mentir peut être dans l'intérêt du public, hein? En partant. On s'entend. Fait que, puis rappelons que le mensonge, c'est une partie, c'est au moins un des deux critères qui peuvent faire qu'on puisse parler de diffamation. Si tu dis une menterie sur quelqu'un, par définition, c'est de la diffamation, c'est pas vrai. Mais aussi, tu peux dire une niaiserie. C'est ma façon de le dire, là. C'est l'autre critère, l'autre forme de diffamation. Tu sais. C'est-à-dire de dire quelque chose qui est pas pertinent, donc qui est pas dans l'intérêt du public. Exemple, tu sais, moi, il y en a. Je vous remettrai le post à cet effet-là, là, mais sur les 25 affaires qui me reprochent, il y en a que c'est des menteries, il y en a que c'est des niaiseries. Du genre, il est instable. Ben, en fait, c'est quoi ça? Ça veut rien dire. Il fait de la toilette au compost. Puis ça c'est pas pertinent. Fait que c'est ça. Fait que c'est eux autres, encore là, dans leur petit jargon pour minimiser ça, puis se permettre ça, ils vont on colore le dossier. Je vais revenir aussi. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, pour le commun des mortels, ça, c'est pas légal faire ces choses-là. Mais eux, cette caste supérieure-là, qui sont les avocats, eux autres, ils peuvent, eux autres, te diffamer tant qu'ils veulent. Ils ont une immunité relative, mais presque dans les faits absolus. Donc, la loi, eux, encore là, ils peuvent la violer. Donc, au même titre que la ligne entre opinion et mensonge dans le cadre du débat public habituel pour le commun des mortels, elle peut être subtile, mais pas dans le cas des avocats. Parce que eux autres, dans les faits et la réalité, ils ont un free pass, une passe VIP, une espèce de chèque en blanc
qui leur permettent de dire tout et n'importe quoi, tout est sur qui que ce soit. C'est pas beau, hein? C'est fun, c'est bonne. C'est le fun, le pouvoir. Puis si on voit, c'est là qu'on voit qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça va avoir mené de créer cette caste-là, en lui donnant des super pouvoirs, comme dans le cas de la noblesse au paradis. Qu'est-ce que vous pensez que ça allait faire sinon de l'abus toujours plus inacceptable, toujours plus dans ta face, là? Vous trouvez que j'exagère encore? Écoutez bien ça. Moi, ça donne que je suis pas juste fils d'avocat. C'est quasiment comme si c'était une famille, ce bureau-là d'avocats dans lequel je vais avoir, pour ainsi dire, grandi. Je ne développerai pas tout à ce niveau-là, parce que de toute façon, je ne veux pas les mettre dans la merde, justement, parce que ça reste une famille. Mais écoutez bien ça, OK? Je vais me mettre dans la merde un petit peu pas mal en disant ça. Souvent, les parties de bureau, on les faisait chez mon père. Puis moi, souvent, c'était moi qui organisais la logistique, au moins une année. Puis j'étais même clown pour les enfants, puis tout, puis avec la mère de mon fils. Puis c'était des beaux moments, mais à un moment donné, je me souviens que un des avocats fondateurs du bureau, OK, je ne nommerai pas son nom, remarque depuis, il est décédé, mais c'est un avocat très charismatique, très précieux, je ne le nommerai pas, mais je vais vous conter quelque chose qu'il a dit à un moment donné. Il faisait une sorte d'allocution, là, tu sais, puis en style un peu talk show, puis un peu humoristique. Puis il racontait une des premières expériences qu'il a eues, lui, comme au niveau du droit. Puis je pense que c'était du droit à fond criminel. Fait qu'il protégeait tel avocat dans un cas allégué de pyromanie. Okay? Puis donc, il défendait le supposé pyromane. Puis il a finalement eu gain de cause. Mais tu sais, en sachant pas trop s'il avait mis le feu pour vrai, dans le fond, le gars, là. Il défendait, c'est sa job. Tu sais, il est payé pour. Puis à la fin, comme punch à joke, il dit « Le pire, savez-vous quoi? Je suis sûr que c'est lui qui l'avait fait. » Puis, donc, il riait de ça. Puis là, tout le monde riait, mais moi, j'étais, mon Dieu, il vient-tu dire ça? Puis moi, pour moi, c'est comme, quand je dis, c'est comme une famille, c'est une figure, pour moi, qui est comme une sorte d'oncle, là, puis que j'admirais depuis que j'étais petit. Donc, on parle pas d'un petit avocat de rien, là. Puis imagine, aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, les genres d'avocats que je vois, notamment en famille puis en jeunesse, on parle pas du tout d'avocats du même calibre que lui. Fait qu'imagine, parce que en étant né un peu dans la potion magique, même comme ça, j'ai pu la voir, la dégradation là, au fil des années, que ce soit dans le bureau de mon père, c'est dans une moindre mesure, là, mais surtout de façon globale, du crime. Ils sont où les standards? Ils sont où l'éthique? Et où le professionnalisme? Fait que là, je peux vous confirmer que c'était vraiment moins pire avant, puis on le sentait, on le voyait, qu'on a affaire avec des personnages qui se respectent, puis qui vont avoir justement certaines classes, puis que forcément, quand ils arrivent en cours, là, on va pas juste faire de la petite politicaillerie, des petites manigances de bas étage. T'sais. Fait que là, mais même indépendamment de ça, je sais pas si vous voyez, quelqu'un qui est honnête, qui est vraiment, un avocat qui va vraiment être honnête, là, puis qui est là dans l'intérêt du public, c'est l'exception qui confirme la règle. De telle sorte que, tu sais, au même titre que tu sais, pour les influenceurs puis les politiciens, j'avais fait une pyramide, là, avec des étages pour faire une gradation, puis que, tu sais, avec ABCDE comme de notation comme pour les bulletins scolaires, de telle sorte que E, ça, c'est avec même une couleur. E, c'est brun, nanana, puis A, c'est or, là. Ben, tu sais, je veux dire, le top, là, les avocats qui sont dans le top, là, ben, même je te dirais ceux qui sont dans le top du top, eux autres, là, tu peux au moins t'attendre à ce qu'ils soient véritablement honnêtes. Tu sais, c'est comme, c'est le mieux que tu peux t'espérer, que tu peux t'attendre d'eux autres. Avec un peu de chance, on va voir. Mais encore là, évidemment, c'est relatif, là. Tu sais, il va avoir, ça, ils vont être dans le top, ils vont être très honnêtes. Puis là, les autres vont être un petit peu plus, tu sais. Vous comprenez le principe? Fait que c'est pas un gros luxe, là, je trouve, là. C'est pas Jojo, c'est pas ragoûtant quand tu regardes tout le reste de la pyramide. Fait que,
Fait que faut, donc, c'est rendu que, justement, on peut pas, ou il faut juste plus s'étonner que ce soit, tu te retrouves en cours, que ce soit une niaiserie ou une menterie après l'autre. Tout comme, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui va avoir amené ça, puis ce qui permet à ça de toujours empirer, c'est que ça, les avocats, les juges, on peut constater cette attitude qui revient à cautionner des niaiseries ou des principes niaiseux, comme celui de l'enfant décide point, ou des façons de faire niaiseuses, notamment au niveau des procédures. Exemple, comme moi j'avais mon avocat, tout ça, ben, je me faisais dire, ben, vous savez, monsieur Olivier, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je me suis débarrassé des avocats aussi. Plus précisément, qu'est-ce que je veux dire là? Ben, c'est que quand je parle donc de façon de faire niaiseuse, c'est que moi, ça me renversait, là. C'est rendu que tu peux jamais parler des problématiques de fond. En fait, ils deviennent ultra réticents et mal à l'aise et même rébarbatifs à l'idée même d'avoir un procès sur le fond. parce que quand tu y penses, c'est pas dans leur intérêt. Je veux dire, d'un, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que de faire de genre de petits niaisages que je vais décrire après. Il faut se préparer. Moi, ça fait des mois, là, ça fait quasiment un an, ça fait peu que je me prépare là, pour ce procès-là. T'sais. Puis regarde, ils vont probablement me l'enlever de sous le nez, là, anyway, là. En plus les avocats, ben ça signifie la fin de leur dossier. C'est pas dans leur intérêt là, de faire un procès puis régler le dossier. Fait que c'est bien mieux pour eux autres de faire traîner les dossiers. Puis c'est pas leur problème encore là, même si au niveau de l'intérêt public, tout le monde après ça on dit hey, c'est bien dur de se trouver un avocat, ils sont tous pas disponibles. Ils peuvent bien tous pas être disponibles s'ils font tous traîner les dossiers. Qu'est-ce que je veux dire par faire traîner les dossiers? Ben, c'est ça, moi que je vais avoir vu à l'œuvre. C'est que ils se font des petits deals entre eux, là. Hein? Tu sais, là, en attendant le procès, là, dans les petites chambres. Puis là, toute la bullshit, finalement, toute la poudre aux yeux, puis le colorage de dossier qu'ils ont pu mettre dans les documents, tout ça s'estompe. En réalité, c'est pas grave, on le pense pas pour vrai. Mon ami avocat m'a dit, tu devrais pas t'en faire avec ça. J'aurais pu dire la même chose, puis ça fait partie de la game. C'est une game. Une game, ça veut dire, ils croient pas pour vrai. Ils disent, c'est comme si tu joues là, avec les pions, c'est pas des vrais pions, je sais pas des vrais chevaliers, tout ça. Fait que là, quand tu arrives dans leurs petites antichambres, eux autres, puis qu'ils se font des petits deals, là, ah ben là, oui, ok, on veut rétablir les accès au père. Ils jouent avec ça, eux autres. Oh, c'est fucking. Puis ils se font des petits secrets. Puis là, t'as pas le droit de stouler ça, là. Même si c'est dans l'intérêt du public et donc dans l'intérêt de l'enfant. Exemple, je l'avais déjà stoulé un, puis je le refais là. Quand j'arrive en cours, il me coupe la parole, il dit, t'as pas le droit. Ah oui, parce que l'avocate adverse, pas Maître Harvey, Maître Côté, avait dit à mon avocat, avait dit que, ben oui, c'est des enfantillages d'enfants de 10 ans. 3/4 des affaires, des récriminations de mon fils puis de sa mère. Fait qu'ils savent, là. Ils savent que c'est que ça n'a pas de valeur, puis que c'est du bébé là. Mais ils jouent leur game. Là, moi, je suis pas, là, je me mets en situation de crime de dire ça. C'est un crime. C'est moi le criminel là-dedans. Les autres, ils violent l'intérêt de l'enfant, tu comprends? Ils vont dire, ben oui, c'est juste du caprice, mais c'est pas grave, on va lui laisser avoir qu'est-ce qu'il veut. Fait que, c'est ça. Fait qu'encore là, ils sont tous protégés par la cour, pour se faire ces petits secrets-là. Puis, moi, quand j'avais vu ça, puis j'avais rencontré mon père et l'avocate, mon ancienne avocate, la dernière rencontre qu'on avait eue en janvier dernier, je leur avais dit direct d'en face, j'ai dit, de toute façon, il fallait que vous baquez entre vous autres. Puis là, mon père était bien fâché, il me dit, tu manques de respect envers la profession. J'ai dit, oui, mais en quoi cette profession-là mérite justement une quelconque forme de respect? Tant qu'à ça. C'est pas plutôt et surtout ça la question. Tu sais,
Vous ne voyez pas la dynamique, là. Eux autres, là, quand ils arrivent à se parler, là, sont tous des body. Eux autres sont une équipe, alors, là, ils se respectent, puis, ah oui, tu veux ça. C'est là que tu vois que la dynamique de casse au-dessus de nous autres. Alors que là, moi, si j'arrive, même avec mon avocat qui était bon, j'explique mon cas, je dis, ouais, mais ça ne tente pas d'aller dans le fond du dossier. Puis j'avais recontacté mon ancienne avocate au niveau de l'aide juridique. Elle m'avait dit quelque chose de similaire. Il est mieux justement aller plus avec des petits deals du genre, bon, on va rétablir les accès pour une fin de semaine. Les autres, ils font ça comme ça, puis les autres, ils ont le pouvoir. Les autres, ils débloquent les accès, Ils parlent entre eux autres, puis c'est réglé. T'sais. Fait que, donc, c'est là qu'on voit de façon aussi manifeste qu'incontournable que pour eux, et en fait, ils sont tous associés et solidaires dans leur petite gamique. Puis une façon immanquable de le voir, c'est si tu te représentes tout seul, le message qu'il te donne, il pourrait pas être plus clairement celui-ci, c'est-à-dire si tu es pas protégé par l'un des nôtres de notre casse, rien ne te protégera de tous les mensonges, de toute la diffamation et des manigances procédurales de l'avocat à l'avocate ou des avocats et des institutions comme la DPJ auxquelles tu vas être opposé. Là, on te livre au lion, là, complètement. Donc, c'est ça que tu vois, c'est ça que tu vois que se représenter seul, il aime juste pas ça, là. Tu viens tout fausser cette gamique pis cette dynamique-là. Fait qu'à partir de là, tout ce qu'il peut faire pour te le rappeler, un grand coup de bâton dans les roues, puis de viol de tes droits, puis de te faire niaiser, puis bon, on va remettre l'audience, on vous fait zigonner, comme je vais vous le décrire dans un prochain live, si j'ai surtout pas pour le faire, là. Mais là, il y a encore là, il est où le bien public là-dedans? Tu sais? Parce que du moment où il s'agit de l'intérêt réel et des droits réels de chacune des personnes qui se trouvent être aux prises avec ce système de merde-là, donc que ce soit mes intérêts, mes droits réels à moi en tant que père, ou ceux de mon fils, ses vrais réels intérêts et ses réels droits, c'est pas la dernière de leurs préoccupations, eux autres. Hein? Donc, que ce soit des avocats eux-mêmes ou du système dans son ensemble. C'est pas. Mon gars, t'as pas voulu faire affaire à notre petite caste, notre petite secte, qui s'auto-protège, comme vous allez voir, comme ça se peut pas d'ailleurs, là, quand il est question du barreau, notamment. J'y reviendrai plus tard, dans un autre live, mais fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que puis, mon père n'aurait pas pu mieux confirmer de par son affirmation. Il se back tellement entre eux autres que si tu fais juste le dire, là, il se fâche, là. Même lui, là, tu sais. Fait que pour en revenir au principe de cautionner des niaiseries et donc notamment des dysfonctions fondamentales du système, on a donné 2 exemples qui sont reconnus par des juges eux-mêmes, par tout le monde. Là, tu sais, c'est même sur Wikipédia. Là, okay? C'est-à-dire qu'on va parler d'une culture des délais et une culture des procédures. Fait qu'on s'entend-tu que il n'y a personne, je pense, au Québec qui va nier que c'est un gros problème avec le système de justice. Problème avec les systèmes de justice en général, puis comme d'habitude, c'est pire au Québec. Là. Mais je ne sais pas si vous voyez que c'est assez facile de voir comment que les avocats ne peuvent qu'aggraver et empirer ces éléments-là, parce que, comme j'en ai dit tantôt, s'ils peuvent faire traîner un procès, ils vont le faire. Pourquoi qu'ils s'en priveraient, vu qu'ils vont faire plus d'argent comme ça? Donc, dans ce cas-là, plus précisément, vu qu'ils sont les premiers à en profiter de ce genre d'absurdité et de dysfonctionnement interne-là, c'est pas particulièrement surprenant qu'ils empirent ça. Sauf que, même quand c'est pas nécessairement ou directement dans leur intérêt, ils vont aussi cautionner puis donc laisser s'aggraver des problèmes, ne serait-ce que de par leur silence puis leur non-interventionnisme. Je vais donner un exemple qui vient du procès du livre Le procès de Kafka. Okay? C'est vraiment c'est une fiction, là, fait que là, c'est une allégorie, ce que je vais décrire là, mais vous allez voir comment est-ce que c'est extrêmement révélateur. D'ailleurs, j'étais encore en train de le lire, parce que ça me met dans le beat, puis c'est tellement d'actualité. C'est juste que la réalité est encore pire que la fiction. Puis, écoute, il a écrit ça, Kafka, son livre en 1911, je pense, bien avant même la révolution socialiste, avant que les socialistes déferlent sur tout le monde. Puis,
Puis, donc, même déjà, vu que le système de justice est une porte, je veux dire, fait partie de l'État depuis les États modernes, depuis tout le temps, en fait. Donc, c'est une forme d'étatisme. Fait que déjà, à l'époque, les mêmes problèmes se constataient. Fait que, écoutez, dans le fond, ce qui décrit dans le procès, c'est que un des fonctionnaires de tel palais de justice, je sais pas trop, vu qu'ils ont le gros bout du bâton, s'il y avait des avocats qui montaient l'escalier pour aller essayer de le rencontrer, ils prenaient les avocats puis ils pitchaient en bas de l'escalier, ils pitchaient par l'espèce de balustrade, là, tu sais, balcon. Hein. Okay, c'est fantaisiste, là, mais tu sais, là, fait que là, s'il y en avait un autre, il leur pitchait. Fait que là, eux autres, ils voulaient tellement pas se mettre à dos le fonctionnaire, parce que c'est pas dans leur intérêt. Vous voyez le genre? Puis parce qu'il faut s'ils veulent avoir peut-être un petit passe-droit, puis une petite entente avec ce fonctionnaire-là, il ne va pas se brouiller avec. Donc, ils se disent, bon, OK, ils faisaient des petits ententes entre eux autres, OK, vas-y par là, puis moi, je vais arriver par... ce coup-ci, vas-y, puis après ça va être moi. OK? Où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que s'il y a un éléphant dans la pièce, s'il y a un problème fondamental, quelque chose qui n'a aucune allure, que ça se peut même pas en termes de tort dans leur système de justice, tu peux être certain qu'ils vont surtout jamais l'adresser, ni le mentionner, ni chercher à le régler, ni le dénoncer, ni faire autre chose finalement que simplement le contourner puis faire comme s'il n'était pas là. Fait que, comprenez pourquoi qu'on en arrive avec des absurdités érigées en système, comme le principe, comme je disais, que l'enfant décide point, et donc l'intérêt de l'enfant égale ce que l'enfant veut. Comment tu pu en arriver à ça? Ben, c'est parce que, pour prendre une autre allégorie, qui est celle des habits neufs d'empereur, dans la forme des habits neufs d'empereur, tu comprends, des faux courtisans, des faux tisserands, ils disent « Ah oui, on a fait vraiment une belle étoffe, mais c'est juste les gens intelligents qui peuvent l'avoir. » C'est pas vrai, il n'y a pas d'étoffe. Fait que le roi, en réalité, il est nu. Il n'y a personne dans tout ça qui ose dire que le roi est nu. Parce que ils vont dire, ça serait pas dans leur intérêt, mais il aurait l'air de dire, surtout qu'il aurait l'air de dire comme s'ils étaient eux-mêmes pas assez intelligents pour voir l'étoffe. Fait que tout le monde joue le jeu. Tout le monde, ah ben oui, regardez les belles étoffes de l'empereur. Fait que donc, c'est ça. Si une absurdité quelconque, c'est surtout pas les avocats qui vont dénoncer ça. Il ne faudrait ainsi pas s'étonner que, plus ou moins indirectement et par la force des choses, les avocats en soient venus à devenir ni plus ni moins que les ultimes et parfaits petits chiens de garde du système étatiste et étatique actuel. Assez exactement comme si leur modus operandi, en ce sens, se résumait par la phrase « Si c'est comme ça que ça fonctionne, ben c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. » Donc déjà que, à la base, c'est de façon globale, c'est dans leur intérêt de jamais rien contester, ne jamais rien vouloir lever le petit doigt pour adresser ou confronter un quelconque problème d'intérêt public, ne serait-ce que dans le cadre de leur propre pratique, justement, et donc de façon qu'ils puissent même moindrement affecter leur propre sacro-saint gagne-pain. Ben, en plus, c'est quoi la job des avocats si c'est pas de faire appliquer les lois de l'État, à la base? À un tel point qu'on pourrait pratiquement parler d'eux autres comme étant le réel exécutif. Tu sais, dans un système comme le nôtre, là, législatif, l'Assemblée nationale, puis l'exécutif, là, ce qu'on nous appelle l'exécutif, c'est le Conseil des ministres. Mais ça n'a pas rapport, c'est pas vraiment l'exécutif ne fait pas appliquer les lois. L'exécutif, c'est la petite troupe de dictateurs en haut qui sont enrogés le pouvoir en haut du législatif. Tu comprends? De telle sorte que les députés, c'est des pions de autres. C'est tout déformé. Le vrai exécutif, c'est quoi si c'est pas les juges et les avocats? Ils font appliquer, eux autres, pour vrai, les décrets et les lois qui viennent d'un sacro-saint gouvernement. Fait que, mais même s'ils le font, puis fait que eux autres, puis cette application-là, cette exécution-là, même s'ils le font dans leur propre intérêt, hein, et donc de façon de nature à favoriser d'abord et avant tout leur propre intérêt financier à eux-mêmes, et quitte à ce que, à cause de ça, ils fassent une façon qui vient à travestir puis à pervertir plus souvent qu'autrement, l'esprit original de la loi en ta question. Puis même s'ils opèrent on l'a vu avec les affaires d'intérêt de l'enfant puis tout, puis même s'ils opèrent au sein de cabinets supposément privés, leur action revient au final à protéger l'État, à faire appliquer ses lois, et ça de façon tout autrement plus concrète et puissante que n'importe quel petit fonctionnaire. Vous vous souvenez quand je parlais du socialisme, puis je disais,
puis même du communisme, puis que quand je dis qu'on peut facilement alléguer qu'on est dans un système communiste ici, même si une bonne partie de l'économie est privée, parce que l'État est tellement omniprésent, par ses lois, ses taxes, ses régulations à pu finir, ça ne fait pas grande différence que tu sois public ou privé. Mais là, donc seulement ça s'applique aussi aux avocats, mais à plus forte raison. Parce que, tu comprends? Parce qu'autrement dit, si un fonctionnaire est un régulier là, de base, on peut être vu comme décrit comme un fantassin de l'État, les avocats, eux, en seraient pratiquement les chevaliers. Fait que c'est là qu'on. Ça revient à confirmer un peu mieux ce que Balzac avait dit quand il disait les avocats ne sont-ils pas en quelque sorte des hommes d'État chargés des affaires privées? Et surtout ça, c'est pas tant une question, on a des bureaux privés. Non, non. Vous êtes en réalité des hommes d'État, mais dont votre champ de pratique, c'est les affaires privées. Il faudra donc pas vraiment s'étonner, encore là, si à partir de là, parmi les formes les plus centrales et délétères de leur corruption, il y a le fait de systématiquement, aveuglément et invariablement endosser pratiquement tout et n'importe quoi que l'État puisse faire, comme on l'a vu, on ne peut mieux avec la COVID. Je vais y revenir. Ce dont on pourra remarquer que ça représente également une forme de mensonge, notamment par omission. Hein? La Constitution est violée? Ah, ben ça, on ne le dira pas. On n'a rien vu. La LPJ est systématiquement violée par la DPJ? Ah, ben, pendant ce temps-là, nous, on regarde ailleurs, hein, c'est pas notre problème. Hein. On va faire comme si de rien n'était. De par leur silence, par exemple, ils deviennent ainsi complices de ce système étatique-là. Et c'est là qu'on peut voir de façon d'autant plus incontournable à quel point ils peuvent réellement, en fait, en faire partie, dans la mesure où ils vont s'en montrer solidaires, même et d'ailleurs tout particulièrement jusque dans le crime. Ah, encore là que j'exagère? Ben encore là, je vais le prouver. Puis là, avec la COVID. Couvre-feu anticonstitutionnel. Ah, ben, c'est parce que là, encore là, on va mettre une belle super étiquette là, pour tout avaliser, qui est sur la santé publique. On fait une exception. L'obligation vaccinale. C'est-à-dire, oui, mais là, Charles-Olivier, franchement, il n'y a pas eu d'obligation vaccinale. Oui. Si au moins vous disiez juste, on vous donne, on vous l'échange qu'un vaccin contre un hot dog, là, ça ne ferait pas une obligation nécessairement. Mais du moment que tu dis, passeport vaccinal, donc tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas à telle place, c'est une conséquence, c'est une punition. Ben, regardez, là. T'sais, eux autres, ils jouent avec, ils traficotent justement les définitions et les lois, là. Mais une définition reste ce qu'elle est. Une loi reste ce qu'elle est. Par définition, si tu mets une conséquence, c'est une obligation. Si même l'État avait juste dit, si vous ne prenez pas vos vaccins, on fait une pichenote comme ça sur le nez, ben, c'est une obligation. Ou il y a une obligation ou il n'y en a pas. Essaye pas. Puis c'est pas légal. C'est bien beau avoir le pouvoir. Là, on est des avocats, on dit, puis on fait ce qu'on veut, puis on cautionne ce qu'on veut. Ouais, mais ça n'est pas plus légal pour rien, pour autant. Même chose pour le masque. T'sais. Ah ben oui, comme là, ils leur remettent le masque. C'est pas plus justifié, comme je l'ai montré dans mon post le plus récent. Mais là, regarde, je ne referai pas tout le plaidoyer de la COVID, là, c'est pas compliqué. On sait, je vais vous mettre un lien où est-ce que c'est démontré plus globalement, puis plus aussi dans le détail, que c'était tout de la bullshit, c'était tout n'importe quoi. OK? Mais ils n'ont jamais dit rien là-dessus, là. Pas plus qu'il y ait personne qui dit rien sur tous les effets complètement dévastateurs de ce fameuse injection expérimentale. Ah, on ne le dit pas. Criminel, ça? Ben oui, pas mal un peu, pas rien qu'un peu. Donc, pas besoin de vous dire, ou en fait de rajouter, ou en fait de repréciser, qu'au même titre que de toute façon, tout comme dans le cas des fonctionnaires, ben les avocats qui mentent, qui diffament, qui fassent appliquer des lois et des décrets contraires à l'intérêt public, ben, en partant, ils vont être payés pareil. Alors que si, inversement, si moindrement ils commencent à se soucier un peu trop d'intérêt public, là, c'est vrai qu'ils vont commencer à risquer de façon un peu plus concrète de perdre leur job. Bel job, hein? Vraiment honorable. Hein? La seule différence, c'est que comparé à un fonctionnaire, justement, les avocats, ils ont tout particulièrement intérêt à ou donc mentir, diffamer, ou simplement distorsionner la réalité. Exemple, on va le faire passer pour un mauvais père. Ouais, c'est ça. À la limite, ce serait même pas s'exagérer d'inventer un système de paiement par lequel il serait payé à mentir.
c'est comme un médecin qui est payé à l'acte, ou encore à la connerie, hein, comme je disais tantôt, à l'affirmation qui se tient pas puis qui n'est pas dans l'intérêt public. De telle sorte que, par exemple, ils pourraient à tout le monde recevoir un bonus pour chaque accusation calomnieuse et injurieuse qu'ils peuvent faire. Serait-il pas beau, hein? Ça serait au moins plus limpide et honnête comme ça. Faudrait-il donc encore là s'étonner si, à partir de là, le système politique qu'on a continue non seulement d'aller mal, mais d'empirer, du moment où il se va protéger par les avocats, qui sont assez puissants de par le fait même de des pouvoirs qui leur sont donnés. Puis en plus, à plus forte raison, vu que dans un État comme le Québec, où ils sont encadrés par le barreau, puis pratiquement, on sent qu'ils sont tout puissants. Donc avec ces. Fait que là, c'est ça. Fait que les choses peuvent bien aller mal, peuvent bien empirer au niveau politique avec toute cette casse-là pour supporter cet État mauvais. Là, et notamment dans la mesure où cet État-là va être protégé dans ce qu'il peut avoir de plus dysfonctionnel, de plus contraire et abusif envers nos droits, et en fait de même de contraire à la loi elle-même. Sans parler du fait que la plupart de nos politiciens sont eux-mêmes à la base des avocats. Fait que c'est peut-être pas si surprenant, encore là, s'ils peuvent s'avérer si experts dans l'art de mentir et arnaquer, comme le révèle d'ailleurs la fameuse expression de promesse de politiciens. Fait que, tu sais, d'ailleurs, je vais vous mettre en lien un post que j'avais fait sur un rapport, qui est un extrait du film Nashville, à cet effet-là, sur donc la présence, là, c'est un film américain, là, donc puis l'influence des avocats au sein du Congrès américain. Et puis c'est ça, puis je sais pas si donc si on revient à mon cas précis, là, puis à la notion que là on est rendu là, une espèce de système légal parallèle, où est-ce que on arrive à des lois improvisées, tu sais, un peu comme les décrets de la COVID, c'était pas des vraies lois, c'est des décrets, c'est tout ou tu sais comme Facebook, ils imposent leur propre système de justice parallèle aussi, tu sais, totalitaire. Mais là, eux autres, là, dans leur petit département, eux autres, là, ils arrivent avec des foleries de même. L'intérêt de l'enfant, c'est ce que l'enfant veut, point. Ce qui pourrait pas mieux confirmer ce que Cicéron disait là, quand il affirmait que plus un État est vers sa fin, plus les lois sont folles. Tu sais. On voit ce que ça fait. Hein? C'est une expérience à livre, à grande échelle, là, à livre ouvert. On voit ce que ça va leur donner de donner autant de pouvoir aux avocats, de les laisser faire la pluie et le beau temps, notamment et tout particulièrement dans le domaine de la famille et de la jeunesse, vu qu'ils ont le huis clos. Donc, encore là, ils ont le champ libre et ils font ce qu'ils veulent. Puis, pour conclure, parce que là, tu sais, mettons, j'imagine qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais, tu sais, tu dis ça, mais justement, t'es fils d'avocat, puis souvent, tu parles en bien de ton père. Je vais avoir l'air du petit-fils à son père. Bon, je pense que, parce que quand je parle qu'il y a des exceptions, là, puis qu'il y a un top de la pyramide, le meilleur top de la pyramide que j'ai vu, je pense que c'est mon père, ok? Tu vas me dire, ben c'est ça, tu parles pour ton père. Mais c'est parce que, écoutez, pensez-vous, pourquoi vous pensez que je suis un influenceur moi-même intègre, tu sais, qui va pas dans le petit sensationnalisme, puis qui est pas juste une pute à like? C'est peut-être parce que j'ai eu un père de même. Puis, tu sais, je veux dire, surtout que, tu sais, je veux dire, un vrai avocat, là, qui intègre, OK, puis qui a à cœur l'intérêt public, ben là, c'est quasiment les meilleures personnes que tu peux avoir. Puis juste pour le faire le comprendre, là, je vais partir avec quelque chose de bien fondamental, une question que j'avais posée à mon père dans le temps. J'ai dit, pourquoi tu es devenu avocat, père? Il m'a dit, ben tu sais, mon petit gars, avant, il y avait des guerriers, aujourd'hui, il y a des avocats. Avant, on se battait avec des armes, maintenant, on se bat avec des lois, puis des droits, puis des plaidoiries.
remarquez que ça revient exactement à l'argument du Joker dans Batman quand il dit « La plume est plus puissante que le canon » avant de pitcher sa plume dans le cou du maire. Ben, ça, c'est une autre affaire. Mais, vous voyez que lui, pour lui, c'est pas juste... Pour quelqu'un comme lui, en fait, ce que ça sous-tend, c'est pas juste d'être un guerrier, mais plus une sorte de chevalier ou de paladin. Tu comprends? C'est d'utiliser ça pour faire le bien. Comme les chevaliers au Moyen-Âge avaient eux-mêmes un code d'honneur. Ce que les avocats seraient censés avoir de par le barreau. Exemple. Mais sauf que, tu sais, comme, prenez mon live que j'ai fait, sa psychothérapeute, Cynthia Girard, où est-ce que j'ai montré qu'elle violait plein d'ordres de préceptes, là, dans tout cas du code de déontologie de l'ordre des psychothérapeutes. Ça montre que ça, ce que ça pourrait pas mieux montrer, c'est que ces ordres professionnels-là sont tous, sauf des ordres professionnels désormais, là. C'est comme n'importe quel syndicat, en fait, ils servent encore là, comme d'habitude, à rien d'autre et rien de plus que de protéger leurs membres. Même chose pour le code de déontologie, tant qu'à ça, des policiers, des journalistes, des médecins, ça a-tu l'air à quelque chose de nos jours? Ben non, ça sert à rien si t'as pas ça prend de l'honneur en arrière du code d'honneur. Ben ça, comment veux-tu favoriser ça? Dans le temps, les chevaliers ou des samouraïs au Japon, t'avais ça, mais ça prend une culture, ça prend même souvent une religion, en arrière, ça prend quelque chose, là, ça prend du réel. Puis fait que là, c'est pas pour rien que c'est des exceptions qui confirment la règle et des avocats de nos jours qui ont ça, qui ont un véritable sens de l'honneur puis du service public. Mais c'est comme un bonus, c'est comme un plus. Ah! Regarde donc, toi, tu as réussi à développer ça. Puis pas en raison du système qui est corrompu, comme on le voit. Il faut que ça vienne de l'alignement des as quelconque qui a rapport avec son historique personnel. Mais juste pour vous donner deux autres exemples. Quand il a commencé à prendre en charge le dossier autochtone, que ça, pendant 20 ans de son existence, le plus même, quasiment l'essentiel de sa carrière, c'est devenu quasiment son seul dossier principal, que ça a valu d'être nommé 2 fois Best Lawyer au Canada. C'est un prix, là, mais c'est pas juste le seul Best Lawyer, mais en tout cas. Ben lui, encore là, dans le temps, j'avais dit, oui, mais pourquoi tu prends ce dossier-là, papa? Puis il m'a dit que les Autochtones aient été victimes d'injustice il y a 400 ans, c'est une chose. Que l'injustice se poursuit aujourd'hui, ça, c'en est un autre, par exemple, puis ça passe pas, puis c'est pas acceptable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça devrait être un avocat. C'est d'y aller, t'es carrément, avec le pouvoir que vous avez, vous êtes comme des chevaliers sur un champ de vacances, de bataille. Mais qui vous servez-vous? Vous-même ou la population? Puis des vraies valeurs. Chris. Puis, en plus, mon père, il a déjà fait du droit familial. Puis, dans le fameux rencontre que j'avais eu dans ce bureau-là l'année passée, ben, écoutez, puis où est-ce que ça a fini que ça a mal fini, à fond, parce que j'ai perdu mon avocate, puis j'ai décidé justement de faire mes choses par moi-même. Mais, à un moment donné, moi, j'étais venu les yeux dans l'eau, puis lui aussi était venu les yeux dans l'eau parce que il disait, moi, j'ai déjà fait du droit familial, puis je sais comment que c'est barbare, puis que ça peut être odieux. Il dit, parce que moi-même, je n'ai détruit une famille. Tu sais, ou au moins une, ce n'est pas une couple. Fait que, tu sais, c'est bien beau, là, autrement dit, d'arriver avec un bazooka pour tuer une mouche, puis de vilipender tel parent, de le faire passer pour un ci. Ça, c'est facile pour un avocat de faire ça. C'est facile de détruire une famille. C'est facile de tasser un père. Mais il dit, mais comme il dit après ça, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je suis fier de moi? Tu sais que j'ai viens de faire. Je suis juste une merde. Ou je cherche à quelque chose? S'il y avait ne serait-ce qu'une fraction des avocats de nos jours, puis des avocates, qui étaient capables de se regarder dans le miroir, puis pour autre chose que de se peigner le matin, puis se faire de leur popoune, puis se raser, là, pour les gars. Tu te regardes-tu pour vrai dans le miroir? Chris? À quoi vous servez? Vous servez à rien. Vous empirez, vous détruisez du monde puis des familles. Puis c'est peut-être pas pour rien que d'un, justement, mon père a quitté le droit familial. C'est lui qui a dit c'est l'enfer, ça. Puis il y en a de moins en moins d'avocats qui font du droit familial. Ça, c'est même mon avocate qui me l'avait expliqué. Ils quittent le navire comme des gras qui quittent le navire. Pourquoi? Parce que ils voient bien que c'est la jungle puis c'est le feu fort. Puis c'est pas noble, là, comme combat du tout. Vous voyez, là, comment que c'est du grand n'importe quoi. Fait que ceux qui restent, c'est pas nécessairement les meilleurs. C'est pas nécessairement les moins corrompus. Au contraire. Fait que,
Voilà. Puis là, on s'entend, je vais sûrement payer cher pour avoir fait ce live-là, puis ces lives-là. Mais faut bien que quelqu'un les fasse. Parce que qui parle de ces choses-là? Justement, ils font une espèce de régime de terreur, ces estis-là, puis ils en profitent. Ben, qu'est les avocats? Bonne journée.